Alors pour ces 4 jours de formation, on va aborder la suite de l'étude des Srota en termes de Manova Srota. Donc c'est le dernier qui nous reste à observer puisque les 3 malas qu'on n'a pas vus la dernière fois ont été abordés en termes de fonction et de déséquilibre dans le cours des 3 malas. Donc là, il nous reste plus que maintenant l'étude de Manova Srota. Donc ça, c'est ce qu'on va faire ce matin. À ça, on va suivre avec le principe du diagnostic. Et donc, dans le diagnostic, il va y avoir la compréhension de Nidana ou Hetu. Donc ça, ce sont les causes, en fait, les causes de maladie. On va aborder Vyadi. Vyadi, c'est la maladie elle-même dans la manière de se manifester. On va aborder Samprati, qui est le processus d'évolution de la maladie, avec les 6 étapes de la maladie et les 3 chemins dans lesquels on peut retrouver la maladie. À travers le Samprati, on abordera aussi la compréhension du dosha Gati. Hein, donc dosha Gati, ça signifie comment le dosha voyage en fait d'une zone à l'autre pour ensuite s'ancrer et manifester des symptômes de déséquilibre. On abordera également le Trivida Pariksha et le Rugna Patrakam. Donc dans le Trivida Pariksha, en fait, Trivida, c'est la méthode de diagnostic qui se fait selon 3 étapes. Vous verrez qu'il en existe plusieurs. Dans le cours écrit, vous allez retrouver, dans les notes que je suis actuellement en train de faire, vous allez retrouver les différentes sortes de Pariksha qui peuvent être en 4 étapes, en 8 étapes, en 10 étapes, en 3 étapes. L'objectif, c'est de faire une analyse complète de Viadi, la maladie, de comprendre le processus et les causes. Et à partir de là, vous aurez ensuite de quoi faire des conseils, d'apporter des conseils. Donc ça, c'est le Trivida Pariksha. Donc moi, je suis plus à l'aise avec celui en 3 étapes, hein, puisque c'est celui que mon professeur Nandan Lele m'a transmis et avec lequel je fonctionne. Donc c'est aussi celui-là qu'on va aborder. Le Rugna Patrakam, ça c'est le questionnaire du client, entre guillemets, du patient. Hein. Nous, c'est des clients, en Inde, c'est des patients. Voilà, donc Rugna Patrakam, c'est vraiment comment on fait pour évaluer le client. Donc ça, c'est un petit peu vraiment le déroulement d'un bilan ayurvédique entre l'accueil de votre client, l'étude de ses besoins, les questions à poser, ensuite analyser les réponses et enfin faire une synthèse de tout ce qui vient de se dire pour expliquer à la personne, eh bien, Rogi Roga et tout, c'est-à-dire la maladie, le malade, entre guillemets. C'est pas très joli de dire le malade, mais concrètement, c'est la traduction, et les causes. Donc nous, on sera toujours très vigilants. On n'a ni maladie ni malade, puisqu'on n'est pas censé soigner un malade ni une maladie. Donc on sera plutôt avec clients et des équilibres pour faire des traductions plus justes, adaptées à notre système médical. On poursuivra sur les Shikitsa, donc tout le chapitre des Shikitsa, avec bien déjà qu'est-ce que Shikitsa, qu'est-ce que ça veut dire Shikitsa, le Kaya Shikitsa qui sont les thérapeutiques. Donc il va y avoir une petite explication du Shikitsa en soi. Ensuite, on abordera les Santarpana et Apatarpana qui sont les différentes sortes de thérapies qui vont inclure les thérapies Langana ou Brumana et les thérapies Shodhana, Shamana et Rasayana. Donc on verra que Langana en fait sera plutôt Shodhana, Shamana et Rasayana sera plutôt Brumana. C'est-à-dire qu'on va avoir une logique selon le bala du client. Est-ce qu'il est fort physiquement, fort mentalement pour suivre la thérapie Shodhana. Si ce n'est pas le cas, on appliquera une thérapie Shamana qui sera plus douce mais qui n'évince pas forcément le dosha, mais qui sera plus endurée par le client du point de vue de son endurance et de sa vitalité. Donc ça, ce sera les thérapeutiques. Donc on ne rentre pas encore concrètement vraiment dans des grosses études de cas, on est encore dans du déroulement théorique, de vocabulaire, de méthode, et j'espère qu'on aura un petit temps pour faire des études de cas. Sinon, si ça vous intéresse, même si vous n'avez pas terminé encore votre formation d'année 1, même si vous n'avez pas encore validé, je dirais, vos savoirs de fin d'année, vous pouvez participer au perfectionnement qui sont prévus en année 2 et année 3. Vous savez que dans le déroulement de la formation, l'année 2 et l'année 3, il y a des dates de perfectionnement où on travaille des études de cas. Donc ces études de cas, elles peuvent donc ceux qui sont attendus avec vidéo sont les élèves qui ont déjà validé leur savoir, mais ça veut dire qu'il y aura une interaction avec eux. Maintenant, vous pouvez les suivre
Si ça vous tente, c'est possible de pouvoir observer, écouter, travailler votre méthode et voir un petit peu comment on procède. Ce qui vous donnera un petit peu d'exercice en plus, hein, donc c'est toujours de la formation et sincèrement, je vous le conseille. Donc là, c'est la semaine prochaine, on a le 11 et 12 juin qui sont consacrés à ça, à des études de cas. Donc là, vous serez prête pour y assister. Voilà le programme de ces 4 jours. Donc autant dire que c'est un programme assez dense sur lequel on continue d'apporter des définitions et des compréhensions. Alors, pour parler de Mano Vaasrota, donc c'est le système psychologique, hein. C'est tout ce qui va être lié au mental, aux émotions et aux perceptions qui seraient ressenties par le corps via nos 5 organes de sens. Chaque organe de sens, comme on l'a vu au tout début du Sanka, nous permet de percevoir une information qui va être ressentie, soit par le toucher, parce que c'est agréable, je perçois aussi une émotion de détente et je me sens heureux. Parce que ça fait mal au niveau du toucher, je peux du coup générer un état de peur ou d'irritabilité. Donc on se rend bien compte que rien que le toucher peut aussi influencer ma nature mentale. Au niveau de la vue, tout ce qui va être beau, subtil, sadvique, élégant est quelque chose qui m'apporte aussi un état de bien-être. Et à l'inverse, tout ce qui est écœurant bien, me crée, ou violent me crée des émotions qui vont aussi être terribles à générer, à réguler. Pour le son, c'est pareil. Il y a les sons agréables et il y a les sons qui vont nous irriter, nous casser les oreilles, nous rendre agressifs. Voilà, donc on se rend bien compte que chaque organe de sens a une capacité de perception et nous renvoie à quelque chose dans lequel on est plus ou moins bien, avec également des états émotionnels. Donc on a un véritable lien entre la perception sensorielle perçue par le corps qui vont renvoyer ensuite à Manovasrota des états émotionnels et venir perturber son état émotionnel. Si on vit donc dans un endroit où on est dans le bruit en permanence, il y a de fortes chances qu'on soit moins patient et plus facilement irritable, plus facilement colérique aussi. De la même manière, si on travaille, j'ai ma belle-sœur qui est dans la police scientifique et qui va être sur des scènes de crime en fait. Donc toute sa vie en fait, enfin toute sa vie, toute sa carrière, elle la passe à analyser des scènes où il y a eu des crimes. Alors et aujourd'hui, elle a malheureusement des états de dépression et elle est suivie par un psychologue de la police et elle prend des traitements médicaux parce que psychologiquement, elle est dans des états de peur, des états de dépression, de peur de la mort extrêmement importants parce qu'elle y est confrontée tout le temps. Donc, vous voyez, le visuel fait que ça l'a aussi fortement perturbée. Donc, on se rend bien compte que à quoi on s'expose dans notre quotidien, à travers le lieu où l'on vit, le métier que l'on fait, eh bien, ça va perturber nos organes sensoriels et perturber aussi notre Mano Vaasrota dans sa qualité. Il n'y a pas que la nature prakruti. Je peux arriver au monde avec une tendance psychologique, avec une DA prakruti de telle sorte, mais une influence aussi de comment s'appelle, l'ADN de mes parents qui vont aussi influencer, ou mon karma qui va aussi influencer mon Manovasrota. Et j'aurai naturellement des facultés sattviques de Vata ou parfois plus rajasiques, plus tamasiques de Vata ou de Pitta ou de Kapha. Donc, on va retrouver ce qu'on a vu en tout début du cours, des prédispositions qui caractérisent ma constitution psychologique. Soit je suis quelqu'un de volontaire, de charismatique, qui a le courage de combattre les difficultés. Donc là, on repère le pitta. Soit je suis quelqu'un qui, face à la difficulté, va plutôt avoir besoin énormément du soutien des autres, d'être réconforté, de stabilité, et parfois peut-être de la peur, voire les fuir. On voit bien que j'ai peut-être quelque chose de plus vata. Ou soit je vais être dans quelque chose où je vais peu penser, je vais repérer la difficulté, mais je vais aussi peu agir et je vais attendre que ça passe. Je vais plutôt être kapha. Donc on se rend bien compte qu'on a toutes les émotions, toutes les personnes les vivent, puisqu'elles sont là pour tout le monde, ces émotions, de colère, de peur, de douceur, de bien-être, de tristesse, d'attachement, de manque de sécurité. Mais on a une tendance, et cette tendance, on en a déjà bien parlé au tout début du cours, qui manifeste la constitution psychologique de chaque personne. Donc là, on est sur le domaine de sattva.
Mano-Vahasrota, il est forcément relié au domaine de Sattva. Sattva, c'est un autre mot utilisé pour manifester, pour parler du mental. C'est pas uniquement les qualités sattviques de la façon de vivre, c'est aussi une manière de caractériser le mental. Ça sous-entend qu'on devrait être sattvique, que notre mental nous sert à développer le sattva et à nous éloigner du tamas. Et à savoir utiliser le tamas pour évoluer. C'est-à-dire que toute situation tamasique, la tamas fait partie aussi de la vie, mais d'accepter cette situation tamasique pour permettre de développer notre sattva, donc notre mental, de manière claire et lumineuse et en conscience. Donc la psychologie, on a des manifestations de perturbation de la psychologie, on va retrouver dans ces manifestations des caractéristiques plutôt vata, plutôt pitta, plutôt kapha, avec des attitudes et des émotions plutôt rajasiques, voire tamasiques, quand c'est manifesté en état d'ushti. Donc on voit bien les états de peur de vata, les états colériques et frustrés de pitta, et les états d'attachement, de dépression, de tristesse de kapha. Ça, c'est quand on va avoir les états de manifestation de Mano-Vahasrota où on repère les trois doshas. Les causes qui sont reliées, eh bien, les causes, c'est souvent des causes qui vont être, comme on l'a vu, hein, la façon dont on va utiliser et exposer nos organes de sens, mais aussi, dans les causes, eh bien, la qualité qu'on peut avoir aussi de notre mémoire, de notre compréhension, de la bonne utilisation des sens, le bon sommeil, la bonne hygiène de vie, tout ça peuvent être des causes de perturbation. Et bien sûr, tant que notre mental reste bloqué sur une émotion ou reste bloqué sur des pensées ou sur des peurs, eh bien ça va être une cause de déséquilibre. Le fait d'avoir l'agitation mentale avec les problèmes de sommeil, etc., sont des manifestations, mais c'est aussi des causes. Parce que je commence à laisser la place aux idées dans ma tête et que j'ai de plus en plus d'idées qui tournent dans la tête et qui tournent toujours autour des mêmes choses, parce qu'en fait, ça va tourner soit auprès de désirs ou de projets réalisés, soit de peur à la manière dont on peut les réaliser, ou soit d'inquiétude pour les proches qui sont autour de nous. Il y a des choses, on va avoir des attitudes qui font qu'on va générer des pensées et bloquer ces pensées dans notre tête. Donc là, tout ce qui est pensée, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est le fait de s'interroger, ça a du bon, mais ça peut aussi, lorsqu'on reste bloqué dans tout ça, devenir une cause de problématique de la psychologie. Donc Mano Mahasrota nous permet de penser, nous permet de ressentir, nous permet d'analyser, de comprendre. Donc tout ça, ça fait partie des fonctions de Mano Mahasrota. Mais lorsque on est bloqué dans ses pensées et ses émotions, dans ces cas-là, on va engendrer des manifestations de psychologie perturbée. Alors le moula de Vahasrota, c'est le cœur. Donc la racine de Vahasrota, c'est situé au niveau du cœur. Alors le cœur, on a physiquement, il est situé à gauche, plutôt à gauche au niveau de la cage thoracique, mais le Mula Vahasrota, lui, c'est plutôt une petite partie spécialement subtile qui va être située plutôt à droite. Donc c'est là où vont siéger en fait l'atma, l'âme. On parle c'est le siège de l'âme, c'est aussi le siège du divin qui va être là présent dans notre cœur et recevoir toutes les impressions sensorielles du monde extérieur et aussi nous guider pour mieux gérer ces impressions avec connaissance, détachement, qualité, clarté et amour, puisque c'est le siège de l'amour. Donc si on laisse cette place à l'Atma et à Anandamaya Kosha, c'est-à-dire qu'on va avoir cette dimension d'amour qui va être là, on aura beaucoup plus de bonne gestion du Mano Vahasrota. Parce que je gère mes pensées avec amour, j'ai moins peur. Parce que je gère mes pensées avec amour, je suis patient d'accepter ce qui se présente et de réaliser les choses au temps où elles doivent se faire. Donc l'amour, c'est un respect de soi, c'est un respect de l'extérieur et c'est une capacité de recevoir les infos, d'analyser les infos et de mieux gérer, dépenser nos actions et nos paroles. Donc tout ce qui est relié à Mano Vahasrota va aussi dépendre à la qualité forcément de nos pensées, de nos paroles, de nos mots donc, et de nos actions.
qui vont être guidés par la qualité du cœur, qui lui-même est guidé par les 5 organes de sens qui perçoivent. Et tout ça à développer de manière sattvique. Alors, une petite info sur la relation entre les chakras, les maya, les maya koshas et en fait les fonctions au niveau du corps. Donc vous savez qu'on a, et puis les surrénales, pas les surrénales, mais les hormones. Donc au total, on a 7 chakras. Donc on a du premier chakra au 7e chakra, en fait on a des zones sur lesquelles ils vont être situés. Globalement, les chakras sont des grosses roues d'énergie qui vont accueillir le prana et ensuite diffuser ce prana le long de circuits d'énergie qu'on appelle des nadis pour pouvoir activer des fonctions physiologiques, des fonctions physiques et aussi des fonctions spirituelles et psychologiques. Donc, à travers ces chakras, on a l'accueil de toutes ces dimensions de l'être, hein, à la fois purement anatomiques jusqu'aux parties émotionnelles et spirituelles. Donc chaque chakra va avoir des rôles. Je ne rentre pas aujourd'hui dans le rôle précis de chaque chakra parce qu'on va le garder pour la partie des thérapies corporelles, mais juste déjà quand même avoir une première info. Donc le chakra racine qui est situé Muladhara, qui est situé au niveau des bases du corps, au niveau de l'anus, il va être lié au principe de stabilité du corps, au principe d'élimination des purishas, mais il va être aussi relié aux gonades et aux ovaires pour tout ce qui est fonctionnement quelque part de reproduction. Vous voyez, ça passe aussi par l'élimination de tout ce qui va sortir par les ouvertures des organes sexuels et des organes d'élimination des matières fécales. Donc là, au niveau des ouvertures, on va avoir le chakra sexuel. Enfin, le chakra qu'on soit sur la partie du vagin, par exemple, de la femme, ou la partie de l'anus, eh bien, on est situé sur le chakra racine, on est sur le Muladhara. On est relié sur le plan des hormones aux gonades et aux ovaires. Au niveau du Maya Kosha, c'est-à-dire l'enveloppe qui constitue le corps humain, on va être situé au niveau d'Ana Maya Kosha, donc c'est tout ce qui est relié au système du transport de la nourriture dans le corps, puisque Ana, c'est Ana Vasrota, c'est le transport de la nourriture dans le corps, et Ana Maya Kosha, eh bien c'est l'enveloppe qui va constituer l'enveloppe de nourriture du corps. Donc globalement, il est relié, le chakra racine est relié à Anamaya Kosha. Puisque la sortie, c'est l'évacuation d'Anavasrota. Donc tout ce que je vais avoir consommé en termes d'aliments va transiter dans Anavasrota, va nourrir les 7 dhatus et va être éliminé par le Purisha. Donc on relie Anamaya Kosha avec le chakra racine, puisque tout ce que j'élimine par l'anus, en gros, sont ni plus ni moins que les parties nutritives de l'alimentation conservées à nourrir mon corps, donc conservées à nourrir la matière physique de mon corps. Voilà pourquoi c'est relié au premier chakra. Après, la fonction de ce premier chakra, avant tout, c'est une fonction de survie. Je mange pour vivre. Donc, Anamaya Kosha, chakra racine, le premier but, c'est un but de survie. Pour ce qui est du deuxième chakra, donc le deuxième chakra, il est plutôt situé au niveau de l'activité sexuelle et des adrénales, des glandes adrénalines en fait qu'on va avoir, et au niveau des reins. Donc toute cette partie-là, elle est extrêmement subtile dans les fonctionnements et elle va être liée à Prana Maya Kosha. Donc on est sur des dimensions de réalisation de soi, d'identité de soi. Donc, qui suis-je, moi, en lien avec le monde? C'est quelque chose qui est propre au chakra sexuel et qui est propre au pranamaya kosha, puisque c'est l'enveloppe qui me permet de faire le lien entre moi et le monde et de permettre de faire circuler cette énergie vitale dans le corps. Puisque cette énergie vitale dans le corps, eh bien, je la perçois du monde extérieur pour la faire venir dans le monde intérieur. Donc, cette énergie vitale, c'est pranamaya kosha, qui va ensuite servir le monde intérieur et qui va permettre et qui est relié au chakra sexuel, au deuxième chakra, pour une identité de soi. Donc moi et le monde, qui suis-je? Donc là, on est sur Pranamaya Kosha. Le troisième chakra, lui, il va être relié plutôt au principe de l'ego. Donc, il est encore différent de l'identité de soi. Hein. L'ego, c'est pas exactement qui suis-je. Le qui suis-je, c'est une question qu'on se pose à travers le chakra sexuel. Parce que pour savoir qui je suis, je dois être en lien avec le monde. Et le principe du lien, c'est le principe du chakra sexuel. Donc, le qui suis-je est une question
relié au deuxième chakra. Par contre, l'ego, l'ambition, les projets, la réalisation du soi, c'est relié au Manipura, au troisième chakra. Et là, l'organe, les hormones qui vont être sécrétées sont celles du pancréas. Donc on est bien sur toute la sphère de la digestion, hein, et vraiment située au milieu du corps. Quant à la partie de l'ambition et de la réalisation de l'ego. C'est pas la réalisation du soi, mais c'est la réalisation de l'ego, la place de l'ego dans ce monde. Le quatrième chakra, lui, il est plutôt relié au niveau du cœur, hein, donc le Anahata chakra, et c'est relié au thymus. Les hormones qu'on va avoir, les glandes lymphatiques, en fait, qui vont être là, sont le thymus. Le thymus qui joue un rôle important aussi dans les défenses immunitaires, dans la qualité du Avalambaka Kapha, sur la force des poumons et du cœur, et du coup sur la force des émotions. Donc autant dire que notre thymus peut être fortement perturbé sous l'influence de tristesse, de peur, de manque d'amour. Et donc nos poumons, notre cœur seront perturbés, le chakra cœur sera perturbé. Donc la qualité de l'amour sera aussi perturbée. Donc ce chakra, il est relié à une enveloppe qu'on appelle Jnana Maya Kosha. Donc Jnana Maya Kosha, en fait, c'est la connaissance. Jnana, ça veut dire connaissance, mais c'est une connaissance qui est permise grâce à la notion d'amour. Parce que je ressens l'amour, parce que j'ai de l'amour pour mon être, pour mon ego, mais de l'amour pour le monde qui est autour de moi. Alors j'ai donc une connaissance des choses, de qui je suis et qui est le monde, et je peux agir avec ce monde de manière harmonieuse et juste. Eh bien, ce sont bien des dimensions d'amour qui sont reliées à la connaissance de Jnana Maya Kosha qui siègent dans le cœur et dans le Anahata chakra. Le cinquième chakra, donc on est au niveau de la gorge. Donc là, on est relié à tout ce qui est glande thyroïde et parathyroïde. Donc vous rappelez-vous, il y a aussi le Jatru Agni qui est présent ici, hein, pour réguler les fonctions de digestion. Mais là, je ne vais pas vous embêter avec ça en termes de mémoire parce que ça n'a pas tout de suite son sens. Mais c'est surtout de savoir que la gorge est un organe de communication. Donc, le cinquième chakra va réguler les fonctions hormonales de la thyroïde, donc tout le métabolisme du corps. Donc, autant dire que c'est ultra important pour que tout le corps puisse à la fois communiquer pour se nourrir, parce que j'ai ma glande thyroïde qui fonctionne bien, j'active le feu des datus, le feu d'Agni, tous les feux du corps, pour qu'ils puissent assimiler cette nourriture et ensuite, grâce au système nerveux, communiquer, mais aussi transmettre cette nourriture et fonctionner ensemble comme une belle équipe euh, qui va être forte pour donner de la force et de la longévité au corps. Donc c'est bien le principe du feu digestif, enfin du feu d'Agni, du Jatru Agni, pardon, qui va activer la digestion. Donc maintenant, ça c'était sur le pourquoi c'est relié à thyroïde et parathyroïde, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ces hormones vont être reliées au Vijnana Maya Kosha. Donc Vijnana Maya Kosha, c'est la conscience. C'est une notion de... C'est encore un petit peu plus développé que le Jnana Maya Kosha, puisque Vijnana Maya Kosha, c'est la notion de la connaissance et la conscience de ce qu'est la vie, du principe même de vie, afin de savoir aussi comment on va pouvoir communiquer avec le monde, avec la sagesse de communication et d'interaction avec le monde. Donc pour ça, il faut avoir une conscience de la bouddhi, une conscience de Mahat pour pouvoir agir de manière, parler de manière juste. Donc Vijnana, c'est la connaissance qui est permise aussi par l'observation, l'analyse, l'équilibre du chakra des émotions, l'équilibre de tous les chakras précédents, qui vont permettre, parce que je réponds à mon instinct de survie, parce que je sais qui je suis, parce que je développe mon ego de manière à le faire évoluer, parce que je le fais évoluer avec amour et conscience et respect de moi et du monde, alors j'ai une suffisamment bonne connaissance pour ensuite savoir utiliser la parole avec qualité et sattva. Parce que j'aurais su gérer mes pensées, gérer ma psychologie pour être juste ensuite dans la manière d'utiliser la parole. Donc ça veut dire que c'est une parole sage, c'est une communication avec sagesse. Pour savoir à quel moment on parle, à quel moment on garde le silence, à quel moment on laisse parler les autres. Puisque parfois on laisse
peut parler les autres parce qu'on a besoin que les autres nous entendent, parce que notre ego et notre identité de soi sont pas forcément bien installés. Donc il y a bien une relation, plus on va monter dans les chakras, plus on est censé avoir acquis une connaissance de qui nous sommes et une connaissance du fonctionnement de la relation de soi avec le monde pour pouvoir agir de manière saine en termes de psychologie et de verbe. Donc ça, c'est bel et bien relié à la communication qui est située sur le chakra de la gorge. Ensuite, le sixième et septième chakra. Donc là, le sixième, il est plutôt relié à la glande pituitaire hein, et le septième relié à la glande pinéale. Donc les dieux, c'est un joli jeu de mots. Puisqu'on est sur le sixième, donc qui est situé au troisième, c'est le troisième œil, et septième chakra qui est au sommet de la tête. Donc ces deux-là vont correspondre à tout ce qui nous permet d'être reliés directement à la source, au divin, à Purusha, pour nous permettre justement d'accueillir cette énergie d'amour en nous, dans notre tête, le laisser siéger dans notre cœur pour qu'il puisse être le guide de nos savoirs, de nos connaissances, de nos pensées et de nos paroles. Sans quoi, on va rentrer dans des déséquilibres de Manova Asrota. Donc, vous voyez, ce petit exercice-là, entre les chakras, les hormones, les maya koshas et les fonctions, eh bien, il y a tout un aspect qui rentre en jeu dans la qualité du Manova Asrota. Donc c'est extrêmement vaste hein, d'observer que tout déséquilibre, ce qu'on peut comprendre, c'est que tout déséquilibre de la psychologie peut provenir de l'un des 7 chakras. Imaginez que je manque de nourriture. Parce que mon corps a faim, parce que mon corps est faible, je vais augmenter la peur de manquer, la peur de mourir automatiquement. Parce que l'instinct de survie, eh bien, il est difficile le principe de survie n'est pas rempli. Le principe de sécurité, de stabilité n'est pas rempli. Si ce premier chakra n'a pas son état d'équilibre, ma psychologie est perturbée, mais manque de chance, c'est que la suite des chakras risque de se développer avec une difficulté. Comment puis-je être en connaissance de qui je suis, prendre le temps de savoir qui je suis si je n'ai même pas de quoi me nourrir pour me sentir déjà posé en moi afin de développer sereinement, sans la peur, les qualités de découvrir qui je suis. Parce que découvrir que je suis nécessite une aventure avec le monde et un minimum de confiance et de courage. Donc si je n'ai pas suffisamment de nourriture pour ça et de stabilité physique dans mon corps, je vais manquer du courage pour aller à l'aventure et découvrir et m'exposer. Et le lien sera forcément perturbé. Donc, vous voyez, rien que le fait de manquer de nourriture physique, mais aussi de stabilité, de nourriture, d'amour, hein, comme un bébé qui est la première nourriture du bébé, bah, avant d'être le sein de la mère, c'est l'amour hein, des bras de la mère. Donc, le principe d'amour est aussi une première nourriture. On survit mieux quand on n'a pas à manger, mais qu'on se sent aimé. Ça, on aura un tout petit peu plus confiance pour continuer de vivre. Bien sûr, il faudra manger, mais ça sera un petit peu plus facile. Donc, si à la fois on n'a pas d'amour et qu'en plus on n'a pas de nourriture, on n'a donc rien pour nourrir tous les aspects du corps et de l'humain. Donc, les autres chakras seront eux aussi perturbés. Maintenant, imaginons que j'ai un souci sur mon chakra sexuel. Alors mon chakra sexuel, ça ne veut pas dire que j'ai pas de désir sexuel, ça ne veut pas dire que j'ai pas de relation sexuelle. C'est pas ça le problème du chakra sexuel. Ce n'est pas que ça. C'est imaginons plutôt que dans ce qui va me permettre de savoir qui je suis, eh bien je ne vais pas à la rencontre du monde. Je ne m'expose pas à découvrir qui est ce monde. Le chakra sexuel, c'est l'identité de soi, c'est la quête de à quoi je sers, pour qui, qu'est-ce que je dois faire de ma vie et qui suis-je pour réaliser ça. C'est cette grande question. Et pour ça, eh bien, on a un âge, ça commence à l'âge de 6 ans, où on va être en quête de comprendre l'évolution de l'humain, de comprendre la période des dinosaures, l'extinction de la vie des dinosaures, l'arrivée de l'être humain, de tout ce qui va être australopithèque, néandertal, homo sapiens, etc., qui vont nous permettre de comprendre l'univers, les planètes, voilà, tous ces aspects sont plein de questions qu'on se pose, l'histoire, qui sont mais c'est qui ce monde, c'est quoi ce monde et moi qui suis-je? Eh bien, ça nécessite quand même d'aller nourrir cette curiosité et d'avoir la capacité de le faire. Donc, pour pouvoir le faire, il faut déjà qu'on se sente suffisamment à l'abri chez soi pour rencontrer des professeurs, poser nos questions et puis nous aventurer un petit peu dans l'enquête hein, et être accompagnés pour le faire. Si on a des parents qui sont extrêmement et trop protecteurs, qui nous gardent à la maison et qui nous inculquent uniquement leurs connaissances à eux,
Comment peut-on savoir qui on est si on ne s'expose pas au monde global dans son histoire et tout ce qu'il représente? Donc c'est là où il est nécessaire aussi d'avoir l'école, qui est un des premiers lieux. Hein. L'école, c'est extrêmement important pour nourrir mais les relations sociales et puis tout ce qu'on peut avoir comme accès à la découverte du monde et de moi. Donc ça, si j'ai pas cette connaissance-là, je serai pas, il va me manquer des outils pour que ensuite mon chakra solaire puisse se mettre en place. Mon chakra du pancréas, mon chakra qui est relié directement à Mano Maya Kosha. Mano Maya Kosha, c'est l'enveloppe du mental, c'est l'enveloppe de la psychologie elle-même, parce que c'est l'enveloppe de l'ego. Eh bien, j'aurai des erreurs dans la compréhension du Mano Maya Kosha parce que j'aurais pas suffisamment de compréhension de qui je suis, de l'histoire, du monde. J'aurais peut-être mal été nourrie aussi dans mon corps, donc mes organes de sens percevront mal. Je commence à avoir une connaissance erronée du monde. Donc si j'ai une connaissance erronée du monde et de moi, mon ego, il va pas se développer de manière saine, de manière harmonieuse et heureuse, parce qu'il lui manque une véritable connaissance. Donc mon ambition peut être démesurée à l'excès, parfois dans le fait aussi de créer de la douleur autour de soi, ou de la douleur pour soi, c'est-à-dire que je peux aussi très bien rester dans la peur et ne pas permettre à mon ego d'évoluer. Si je suis restée au chakra sexuel sous le couvert ou la couvade de mes parents, alors c'est nécessaire qu'ils soient là, hein, mais que ce soit mes seuls professeurs, hein, avec leur unique connaissance. Si la connaissance est erronée, j'aurai une mauvaise connaissance de moi. Donc, ce que je vais développer de moi, peut-être que j'aurai peur de prendre ma place dans le monde et de développer ma propre vie, de développer ce qui est nécessaire à l'ego. À l'inverse, si mes parents m'ont complètement exposée au monde, et dès l'âge de 6 ans, ou admettons à 6 ans, je perds mes parents et j'ai personne pour s'occuper de moi, du coup j'ai une peur qui est quand même terrible. Admettons qu'on me donne à manger, c'est-à-dire je peux nourrir le corps, mais je n'ai pas de guide. Si je n'ai pas de guide, alors ça c'est quelque chose qu'on a pu observer sur les enfants sauvages. Hein. Vous avez François Truffaut, ouais, je crois que c'est François, euh, Truffaut, qui a fait un livre en fait de l'enfant sauvage et il y a eu des expériences aussi hein, qui ont été faites sur ce petit bonhomme qui finalement a été élevé. Alors je vais peut-être dire des bêtises parce que ça fait longtemps donc je ne sais plus exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, mais en tout cas, il n'a pas eu d'adulte, il n'a pas eu de connaissance verbale avec une personne humaine pour lui transmettre la connaissance de qui il est. Du coup, qui il est, ça a été plutôt une connaissance de qui il est d'une manière plus animale. Et pour lui, c'était très compliqué de prendre sa place dans le monde humain et de s'intégrer à la société humaine, à l'espèce auquel il appartient. Du coup, ça a plus été un objet, entre guillemets, d'analyse, de compréhension, d'étude, mais lui, dans un malheur terrible, parce qu'il n'avait ni sa place, enfin peut-être que sa place était plus aisée dans les humains, mais on a voulu le faire rentrer dans une place de pardon, il était peut-être plus aisé dans le monde animal et on a voulu le faire rentrer dans un monde humain dans lequel il n'avait ni identité de qui il est, ni connaissance de lui. Donc son ambition, sa réalisation de l'ego, du chakra solaire était strictement impossible. Sa capacité d'émotion et de relation des émotions vis-à-vis d'un autre humain, complètement impossible. Donc ça fait un être humain perdu, extrêmement malheureux et perdu parce que qui il est, où il vit, voilà. Donc là, on se rend bien compte que dans l'espèce humaine, on a ces notions de conscience, de connaissance, de communication qui nous permettent de développer ces différents chakras et cette différente évolution de l'humain. On était donc au chakra de l'ego. Donc ce chakra de l'ego, l'ambition sera juste parce qu'elle sera menée en fonction de qui je suis, parce que j'ai une connaissance de qui je suis, déjà ne serait-ce que par rapport au monde extérieur. Donc l'ambition sera mieux posée. J'aurai aussi suffisamment de nourriture pour que mon corps soit en forme. Donc si je réunis les trois, pour le moment, mon évolution individuelle se passe bien dans mon incarnation. Après, on a le principe de la conscience du soi. Hein. Après, une fois tout ça réuni, on va enfin aborder la dimension plus spirituelle. Maintenant que l'ego est bien en place, je sais qui je suis, je sais qui sont mes parents, je sais à quelle espèce j'appartiens, je sais comment fonctionne le monde en général et je peux y réaliser ma vie personnelle en termes d'évolution, alors j'ai aussi maintenant la capacité de développer des connaissances plus spirituelles
qui sont aussi celles de relier, qui sont aussi celles reliées à l'origine et à tout ce qui anime ce monde, comme peut le faire le yoga, l'ayurveda, qui vont apporter des connaissances et nourrir la dimension de l'amour présent en nous pour participer maintenant à nos actions avec le monde de telle sorte à ce que nos actions avec le dharma soient des actions d'équité, d'amour, de compassion pour que tout cet univers grandisse et réponde aux souhaits de Purusha, pardon, qui est une évolution de Purusha dans l'harmonie, dans l'amour. Mais pour ça, il est nécessaire que les êtres humains, qui sont la création, puissent aussi avoir cette part à la conscience collective, à la conscience de l'univers, pour que tous nos actes et nos pensées soient guidés grâce à ça. C'est pour ça qu'on arrive ensuite du cœur, de la gorge et de la tête, avec une présence importante des dimensions plus spirituelles de l'humain, qui vont permettre de communiquer dans notre société et dans nos relations à l'univers avec cette sagesse et permettre ainsi de développer le sattva dans l'univers pour que cet univers grandisse dans une dimension sattvique, lui aussi. Donc voilà pourquoi on va tendre entre chaque création, mais particulièrement la création de l'humain, à permettre à Purusha d'évoluer, puisque tout a pour but d'évoluer. Donc ces dimensions-là, eh bien, c'est les connaissances dans les textes anciens, que ce soit grec, que ce soit chinois, que ce soit indien, que ce soit amérindien, peu importe, hein, ce sont des connaissances qui sont liées à l'origine et qui sont liées à la source et aussi au divin. Qu'on soit maintenant dans des religions, qui soient musulmans, qui soient chrétiens, qui soient juifs, qui soient hindouistes, quand même, eh bien... peu importe, on est toujours dans cette même dimension du divin, dans lequel on n'est pas obligé de nommer, de cadrer, de sectoriser, mais simplement ce sont toutes des religions qui vont apporter de quoi évoluer à l'individu, évoluer en termes d'amour, de conscience, de respect, pour agir à faire évoluer. Donc ça, le but, c'est que le but de la religion, à la base, c'est de servir ça. Et quand on lit les textes religieux, ils sont tous débordants, pleins d'amour et de respect, et ça nous remplit le cœur. Donc il est vraiment important de pouvoir non pas être dogmatique dans une religion, mais peut-être de garder, si on a une religion qui est avec nous, de la suivre dans cette dimension d'amour. Et peu importe le nom qu'elle porte, je dirais, cette religion. Et quand on a atteint les 7 niveaux des chakras dans un état d'équilibre, vous pouvez être sûr que vous êtes heureux, que le monde autour de vous est heureux. Mais vous avez aussi accepté les états de douleur, de souffrance et de difficulté qui sont nécessaires à l'incarnation, à la vie elle-même. Voilà, donc là on a abordé globalement des causes qui sont présentes. Hein. N'importe quel déséquilibre de l'un ou l'autre des chakras va perturber la qualité de Manova Asrota, va perturber les émotions qui doivent servir de guide pour évoluer sattviquement. Les émotions ne doivent pas nous servir de prison dans laquelle on devient tamasique, dans laquelle on va rester dans la douleur. Nos émotions sont permises grâce aux organes de sens pour apprendre qui on est, pour évoluer personnellement, mais aussi développer le meilleur qu'on a en nous afin d'accepter la difficulté, d'être courageux face à elle et de garder confiance dans la vie, parce que tout ce qu'on va faire de bon dans notre propre vie va servir une dimension bien plus grande sur des années aussi à venir. Et on est sorti d'une dimension égotique du soi, du petit soi et de sa petite famille. Mais si je prends soin de moi, je prends soin de ma petite famille et je prends soin du monde, globalement, on est dans une dimension d'évolution sattvique. Et c'est très difficile. Voilà. Alors, c'est très difficile. C'est pour ça que quand on fait cette formation en Ayurveda, quand on met le pied sur la voie de l'Ayurveda, il est important pour faire de l'Ayurveda autant que possible d'être en vigilance. Alors, d'être en vigilance sur tous les plans, des fois c'est difficile hein, parce que la vie est difficile. Mais d'être en vigilance à l'heure où je me couche, à l'heure où je me lève, avec ce que je mange, déjà c'est un premier point qui va me permettre, parce que j'arrive à le faire, je suis donc suffisamment fort d'esprit pour être régulier,
de qualité dans ma manière de vivre. En faisant ça, je suis en train de prendre soin de moi. Attention à ne pas le faire de manière draconienne non plus, parce que dans ces cas-là, on crée aussi des déséquilibres. Il faut trouver le juste milieu de l'exigence ou de l'austérité, parce qu'il faut aussi l'amour et le plaisir. Lorsque vous avez une justesse dans votre style de vie, votre qualité d'alimentation, vous allez avoir un corps qui globalement, même s'il a une prakriti avec certaines fragilités, vous allez aider votre corps à mieux fonctionner parce que vous lui apportez déjà beaucoup de justesse. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'à côté, il est aussi nécessaire d'observer comment on pense et quelles sont nos pensées. Quand on est parfois on aime bien les cancans. Quand quelqu'un raconte des choses sur quelqu'un d'autre, on aime bien les cancans. Et puis des fois, on a un peu tendance à plus vouloir nourrir la critique de l'autre que de dire à l'autre, écoute, moi ça m'intéresse pas. Par contre, je peux observer plutôt ces aspects positifs qu'il y a chez l'autre. Et ça, parfois, on se rend compte que dans un groupe, il y a plus des difficultés à relever le positif de celui qu'on est en train de critiquer. Il y a plus de difficultés à avoir ça. Généralement, il y a une espèce de groupe tamassique qui se met autour de celui qu'on est en train de critiquer, qui d'ailleurs n'est pas là, qui est déjà quelque chose de tamassique. Et il y a une espèce de groupe qui se met autour et puis qui commence à baver sur cette personne-là. Eh bien, ça, c'est des choses sur lesquelles on doit avoir la capacité de dire, tiens, on est en train mal, on parle mal de quelqu'un. Pourquoi ça m'excite de parler mal de quelqu'un? Pourquoi ça m'excite de faire partie d'un groupe qui parle mal de quelqu'un? Ben, c'est l'ego, en fait. C'est tout simplement l'ego qui a besoin de savoir qu'il fait partie d'un groupe et qu'il a sa place avec un groupe. Mais cet ego, quand il va se retrouver les yeux dans les yeux avec cette autre personne qu'il a critiquée une heure avant, ben, il va être beaucoup plus, comment ça s'appelle, lâche, entre guillemets, quant au fait d'assumer ce qu'il vient de dire. L'autre ne le sait pas, d'ailleurs, parce qu'il n'a pas entendu tout ça. Donc, vous voyez, ça nous met dans des choses qui sont malsaines, qui sont pas claires, dans lesquelles on crée des petits mensonges, dans lesquels mais en fait, ce qu'on fait à l'un, bah, quelqu'un d'autre peut nous le faire. Tout ça, qu'est-ce que ça permet? En quoi ça va servir l'évolution? En quoi on amène la possibilité à chacun de ces individus de pouvoir grandir? Mais au final, il est nécessaire de prendre cette distance d'observation. Quand quelqu'un parle, ce que ça crée en moi, comment je suis en train de penser, peut-être que je vais avoir la pensée, mais dans ces cas-là, je switch la pensée pour regarder toujours le côté sadique de la chose. Et à ce moment-là, si c'est nécessaire, j'interviens pour recadrer tout le groupe avec l'équilibre, la justesse que ça nécessite. Et là, il faut être un minimum courageux pour réussir à le faire parce que il faut avoir les arguments pour permettre à la fois de rester intégré au groupe et de faire évoluer le groupe. Parce que si on n'a pas les arguments, on va juste être rejeté du groupe. Dans ces cas-là, il faut aussi accepter d'être rejeté et de savoir qu'on avait potentiellement été sadique dans l'attitude. Donc ça demande beaucoup de travail d'observation de ce qui se passe dans nos pensées, dans nos émotions, avant de commencer à parler. Et parfois, si on est encore tout confus dans tout ça, on est confus parce que l'ego, il n'est pas clair non plus. L'ego, il n'est pas pleinement satisfait, il n'est pas pleinement avec sa place ou sa confiance. Donc comme il n'est pas clair, ou alors il a des jalousies, ou il a des peurs, ou il a des ambitions, bref, il n'est pas au clair. Donc il vaut mieux se taire pour analyser ce qui vient de se passer et même si se taire peut nourrir ce qui est en train de se dire, ou alors juste poser une question. La question qu'on est en train de se poser, à laquelle on n'a pas de réponse, au moins on peut la poser à tout le monde, comme ça tout le monde se la posera. Vous voyez, c'est des petites choses qui vont nous aider à, à tendre vers Sattva. Voilà, ce petit travail de pensée, parole, action. Les trois sont liés. Donc mon action sera juste, ma parole sera juste si j'ai observé l'émotion, le travail des chakras dans mes pensées. Et que j'utilise ça comme un tremplin pour évoluer de façon sattvique. Pour finir sur ce qu'on doit observer, donc, qu'est-ce qu'on doit observer? L'analyse clinique de Manova Asrota. Donc, on a bien déjà le Manas Prakruti. Quelle est sa tendance psychologique naturelle depuis l'enfance, ce qui nous permet déjà d'identifier si c'est plutôt un Vata, Pitta ou Kapha dans sa tendance Prakruti, mais aussi son âme qui peut s'incarner de manière plus sattvique, rajasique ou tamasique et influencer des étapes plus facilement tamasiques. Donc ça, c'est aussi la Manas Prakruti. On peut venir au monde avec un état Pitta rajasique qu'il faudra faire évoluer vers Pitta sattvique.
on peut venir au monde avec un pitta plutôt très lourd et tamasique, destructeur, tyrannique, c'est-à-dire ça fait partie de l'incarnation. Donc il faudra vraiment trouver un moyen de le faire évoluer vers le sattva. Et là, le moyen, c'est de caler l'évolution correcte des 7 chakras et surtout de bien lui permettre d'avoir une info à son cœur et à l'amour et à des connaissances qui lui permettent de développer ça. On va observer la manas vikruti. Quel est l'état de souffrance aujourd'hui? Quel est le déséquilibre des émotions? Quelles sont les émotions négatives récurrentes, les émotions de souffrance récurrentes? À quelle fréquence? À quelle saison? À quelle heure de la journée? Pourquoi? Ça, c'est la manas vikruti. La personne, elle n'a pas réussi à gérer le truc, donc elle n'est pas bien dans ses émotions. En tout cas, elles viennent lui parler. Donc nous, ça nous intéresse parce que celles qui viennent lui parler, ça veut dire qu'il y a une évolution possible grâce à ça. Les états émotionnels, hein, ce qu'on vient de voir, les états émotionnels, et puis quels sont globalement, en ce moment, quelles sont vos pensées? Quelles sont les émotions vécues là sur le dernier mois? Est-ce que c'est plutôt des émotions de tranquillité, d'angoisse, de peur, de colère, d'irritabilité, de jalousie, de frustration? Qu'est-ce que vous avez là surtout en ce moment? Ok, ça c'est listé. Est-ce que ça vous prend la tête, entre guillemets? C'est-à-dire que vous y pensez tout le temps? Parce que vous pensez à quelque chose tout le temps, ça vous génère tout le temps ces émotions. Du coup, c'est quoi vos pensées qui génèrent ces émotions? Et ça permet de comprendre, en gros, qu'est-ce que la personne, elle essaye de régler. On va aussi observer la qualité des organes sensoriels. Est-ce que ses yeux fonctionnent bien? Est-ce que l'analyse est-ce que les 5 organes de sens fonctionnent et comment le mental le perçoit? Est-ce que c'est correct? Peut-être que je perçois le monde, mais avec un problème de vision. Donc, je ne peux pas voir correctement les choses. Hein, donc, il y a forcément une perception qui peut être erronée, mais ça peut aussi être lié à l'éducation qu'on va avoir, de comment on utilise nos sens pour comprendre ce qu'on perçoit. En tout cas, c'est important que les organes de sens fonctionnent pour connaître. Et on posera la question à la personne, mais quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce que vous avez comme but dans la vie? Ah, ça c'est la grande question. Alors vous avez les Vata qui vont vous dire plein de buts, mais vous verrez que tous ces buts peuvent, peut-être que vous allez l'aider à trouver que tout ça, c'est un point commun. Donc quand les personnes ont plusieurs buts dans la vie, déjà c'est un bon point, c'est qu'ils ont un bon téjas. Quand on a plusieurs buts dans la vie, c'est qu'on a envie d'évoluer, c'est que l'ego a une ambition, c'est que le chakra solaire est en train de se réaliser. Maintenant, vérifier que la manière dont la personne va se réaliser a suffisamment d'amour et de connaissance et de conscience pour l'aider à réaliser ce but de manière harmonieuse. Et donc de lister tous les buts dans la vie pour peut-être savoir les organiser, l'aider à trouver une planification de ses buts afin d'accepter la patience nécessaire et de regarder s'il n'y a pas un point commun avec tout ça. Et l'absence de but dans la vie, eh bien c'est un état tamasique, hein, puisqu'on est dans un état où il n'y a pas d'évolution possible. Donc l'absence de but, c'est pas très loin de la dépression et ça peut aussi être très proche du suicide, hein, quand on a une absence de but. Donc là, il y a une grosse urgence, hein, à voir ce qu'on peut faire pour cette personne. En tout cas, il va falloir qu'on fasse des choses pour cette personne, parce qu'elle a perdu la capacité de faire, vu qu'elle n'a plus de motivation, elle a perdu le téjas. Donc là, il va falloir qu'on soit très très présent pour développer la parole sattvique, l'action sattvique, les soins, et la prendre en cure, hein. Idéalement, ça peut être même des cures de 1 mois, 2 mois, 3 mois, à temps complet, éloigné de tout ce qui peut être son environnement familial, social, etc., puisque globalement, c'est la plombée dans un état tamasique. Donc il faudra la sortir de ça. Voilà, quel est votre but dans votre vie? C'est une question importante. Comment les autres vous voient? C'est une question importante. Quels sont vos points forts et vos points que vous souhaiteriez évoluer? C'est aussi une autre question qui va vous permettre de guider sur le plan psychologique la personne. Alors, quel est le but dans la vie? Il y a ceux qui arrivent à y répondre directement. Il y a ceux qui ne savent pas.
C'est très bien de ne pas savoir, c'est qu'on est toujours en recherche. Hein, mais en tout cas, il y a des questions auxquelles les personnes vont pouvoir répondre, c'est comment les autres vous perçoivent et quels sont vos points forts et vos points que vous souhaiteriez améliorer. Ça, c'est systématique. Alors, vous verrez que des fois, les personnes à l'extérieur peuvent nous voir généreux, aimants, doux, calmes, confiants, stables. Vous voyez, on aurait l'impression d'être un super CAFA, avec toutes les belles qualités du CAFA. Mais nous, comment on se voit? On se voit inquiet, angoissé, avec une perte de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on se voit plutôt vata. Donc là, il y a un problème entre qui je suis et comment les autres me perçoivent. Donc pourquoi il y a une erreur de perception? C'est qu'il y a quelque chose dans qui je suis qui n'est pas atteint. Donc ce que je montre aux autres, c'est peut-être quelque chose qui semble être tout à fait bien et les gens vont m'apprécier. Mais si en moi je souffre, il y a donc encore un travail de connaissance de soi à faire évoluer. À l'inverse, ça peut aussi parfois être très différent. Il y a des personnes qui, à l'extérieur, vont me dire je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Attendez. Hein. Je vais plutôt partir des comment je me perçois. Admettons, je me perçois comme quelqu'un de bien dans la solitude, de confiant en moi, de stable dans ma manière de vivre et dans mes projets, de stable dans mes émotions parce que je m'expose peu aussi à vivre des émotions. Donc quelque part, je ressemble plutôt à quelqu'un qui a l'air assez sadique dans sa façon de vivre. Et je me sens aussi satisfait dans la manière dont je vis, dont je travaille, parce que je trouve que je sers correctement mes dimensions personnelles et ce que je mets au service du monde, c'est fait de telle sorte à ce que ça reste harmonieux et je ne subis pas pour autant des émotions comme ça qui viendraient me perturber tout le temps. Je reste assez neutre. Donc vous voyez, ça ressemble à quelqu'un qui est plutôt équilibré sur le plan émotionnel et sattvique. Et il y a de fortes chances que ce le soit, parce que quand vous l'entendez parler, ça semble tout à fait correct. Par contre, à l'extérieur, on va dire, oh ben non, cette personne, elle est toute seule, elle n'a pas besoin de moi, elle me demande jamais rien, finalement, je vois pas trop bien à quoi je lui sers, donc les gens vont me dire, j'ai l'air de quelqu'un très solitaire, une espèce d'ours dans sa grotte. Donc au final, le côté réseaux sociaux, il sera comment les autres me perçoivent. Oui, ils vont me percevoir comme quelqu'un de solitaire. Donc pour eux, ça peut être un reproche, ça peut être quelque chose de pas bien sur le plan social. Mais là, ça veut dire qu'il y a peut-être une erreur de fonctionnement dans comment fonctionne le monde. Parce que si le monde fonctionne sur des principes de réseaux sociaux sur lesquels on s'échange des émotions, on s'échange des soirées animées à vivre des tas d'excitations sensorielles, avec des concerts, avec des cinémas, avec des restos, des grandes cousinades ou des grandes soirées d'amis où on danse, on se couche tard, on boit, on fume, on mange plein de trucs où on s'attire des émotions plaisantes, mais dans lequel on se dit oui, mais moi je participe pas à tout ça parce que tout ça, ça va me déséquilibrer. Donc finalement, je le vis de manière beaucoup plus mesurée, avec quelques personnes de temps en temps. Donc sur le plan social, les autres vont me percevoir comme quelqu'un de solitaire. Mais au final, vous voyez, là, le déséquilibre, il n'y a pas réellement de déséquilibre non plus, parce que les choses restent juste dans la santé. Est-ce que tout ce que le monde social veut vivre de manière tamasique est quelque chose que je dois vivre? C'est aussi la question qu'on va se poser. Donc parfois, on va changer nos groupes, on va changer nos relations pour développer qui je suis et la nature sattvique. Est-ce qu'il est nécessaire de travailler comme un hamster dans sa roue à pédaler en permanence pour produire du travail, produire la consommation et consommer tout de manière futile et épuisante? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est sattvique? Donc le monde peut me percevoir comme quelque chose de non intégré. Or, moi, j'ai choisi de m'intégrer à autre chose, à d'autres groupes. Donc il faut trouver aussi le moyen de... Donc là, on est en train de découvrir qui on est quand on fait ça. On est en train de poser un choix. Donc on va changer nos relations, nos modes d'action. Mais on ne va pas pour autant rester tout seul. Il y aura des relations qui seront beaucoup plus justes et mesurées. Voilà, donc c'est un petit peu une façon de percevoir où en est la personne dans son état sattvique et sa connaissance de soi. Alors, à voir si vous voulez l'aborder, hein, parce que c'est aussi un sujet, on pourrait faire tout un bilan de pas mal d'heures, hein, rien que là-dessus. Mais du moins, on peut aussi lui poser des questions. C'est-à-dire que nous, on n'a pas tant besoin des réponses. Ce qui est important, c'est que la personne trouve les réponses pour elle-même. Qui on est pour juger là où la personne en est. On peut juste se rendre compte s'il y a un état tamasique et le but, c'est de lui permettre de ressentir un mieux-être dans sa personnalité, son intégration sociale. À aucun moment on ne jugera
mais on interrogera. Vaut mieux interroger la personne à cette période, à cette phase-là. Voilà pour Mano Srota. C'est quand même un beau sujet, puisque c'est celui qui conduit le carrosse. Voilà. C'est le cocher. Voilà, c'est le cocher, le Mano Srota. Et parce que ce cocher, il tient les chevaux, il tient le véhicule qui va pouvoir avancer, eh bien, tous ces chevaux et ce véhicule avanceront de manière saine, correcte, optimale, avec endurance et longévité, parce que Manas, il a suffisamment de connaissance de soi, d'hygiène de vie, de savoir ce qu'il faut manger, de savoir comment gérer les émotions pour évoluer de manière sereine, afin d'interagir par la parole et la pensée juste avec le monde. Grâce à ça, qui je suis, quand je sais qui je sais aussi comment je peux servir le monde. Et le fait de servir le monde, d'être au service du monde, ça n'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle le travail. Le travail n'a rien de négatif. Le travail, c'est la plus belle des choses qu'on puisse mettre au service, que soi puisse mettre au service du monde pour faire évoluer le monde. Donc le travail n'est pas quelque chose de laborieux. Ce n'est pas une labeur. Le travail demande du courage, demande de la rigueur, demande de l'effort, mais demande de la connaissance de soi pour révéler notre potentiel aux autres. Donc faut-il encore connaître notre potentiel. Et lorsqu'on connaît notre potentiel et qu'on le met au service du monde, eh bien on est heureux et généralement on permet au monde d'évoluer. Donc ça fait aussi ce qu'on a dans le principe même de la vie et du dharma, un lien entre soi et l'équilibre du monde. Donc ça, c'est vraiment une philosophie propre à l'hindouisme qu'on retrouve aussi dans la lignée du yoga. C'est vraiment au cœur de la société hindoue, cette vision-là. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on ne va pas tout de suite aborder, parce que c'est un gros chapitre. Là, moi, je voudrais rester sur la fin là, des srotas avant de commencer sur les causes maladie samprati, parce que ça, c'est avec le chapitre qu'on va commencer cet après-midi. Donc là, je veux bien qu'on prenne le dernier quart d'heure pour peut-être de l'échange sur des réponses aux questions, peut-être des réponses à ce qu'on vient de voir, si vous avez besoin d'en parler. Caroline, moi j'avais une question par rapport au chakra. Oui. Alors, on parle de 7 chakras, mais on parle aussi de 11 chakras. Alors, pourquoi est-ce que parfois on parle de 7 chakras et parfois de 11? Quels sont les 11? Alors, je ne sais pas moi exactement lesquels ils sont. Qui parle des 11? Où est-ce que tu as lu ça? Alors, mes thérapeutes qui m'ont suivi pendant la maladie parlent de 11 chakras. Donc de chakras supplémentaires, notamment entre le chakra entre le chakra sexuel et le chakra solaire. A priori, il devrait y en avoir aussi, encore un autre entre le chakra du cœur et de la gorge, après ce que j'ai cru comprendre. Donc, Alors après, ça, je t'avoue que globalement, moi, je vais rester sur les 7 chakras parce que c'est ce qui est indiqué dans les textes, c'est ce que j'ai comme information, comme référence. Maintenant, je peux comprendre qu'on puisse en indiquer davantage. La manière dont tu l'as expliqué, c'est-à-dire qu'on serait dans la logique énergétique de la circulation du prana, à travers des chakras, mais aussi à travers des marmas. Donc les marmas sont des points d'énergie qui vont avoir des tailles différentes, qui vont être situés à différentes parties du corps. Donc dans ces cas-là, on pourrait... et il y a certains marmas qui sont situés sur des chakras. Et entre des chakras, on a des marmas extrêmement importants qui vont être situés aussi entre des chakras, qui vont permettre de faire le lien d'un chakra à l'autre. Donc peut-être que ce sont ces chakras-là qu'on va repérer. Tu vois, si je prends Gouda Marma, qui est situé sur Muladhara Chakra, donc Gouda Marma, il est situé sur le chakra racine. Gouda Marma, c'est l'anus en fait. C'est un point Marma qui est concrètement situé au niveau de l'anus, qui de mémoire, je crois, fait 4 engoulis. Mais ça, c'est de mémoire, il faut vérifier. Donc ce Gouda Marma, il est situé au niveau du chakra racine. Ok, on a un point Marma, on a un chakra. Donc ça va activer tous ces principes fonctions chakra racine. Ensuite, on a Basti.
Basti, ou Vasti, c'est la vessie en fait. C'est un marma qui est situé au niveau de la vessie, qui est relié plutôt au chakra sexuel. Ensuite, on a Nabi. Nabi, qui lui est un marma qui est situé au niveau du chakra solaire, le troisième chakra. Ensuite, on a Hridaya, qui est un marma situé sur le chakra du cœur. Alors, il suffit ils rajoutent des points marma qui contiennent une énergie vitale qui va permettre aussi la circulation et des fonctions physiologiques. C'est peut-être ça, cette explication. Maintenant, on va se rendre compte que autour de Nabi Marma, donc tu as le chakra, mais autour de Nabi Marma, tu vas avoir d'autres sous-points d'énergie qui vont permettre d'agir et de stimuler Nabi Marma qui va réguler le chakra solaire. Peut-être que ce sont finalement ces relations avec des points d'énergie qui vont activer et permettre comme une sous... En tout cas, le mieux, c'est peut-être pas à moi de me poser la question. C'est plutôt à tes thérapeutes pour que tu aies une explication et de nous l'expliquer ensuite, hein, parce que s'ils ont eu une information là-dessus, c'est qu'elle provient d'une source, qu'elle provient d'une connaissance. Donc toute connaissance déjà est bonne à apprendre et après il faut vérifier les sources. Merci. Je t'en prie. Avez-vous d'autres questions? Pas de question pour moi, mais par contre, ça m'a pas mal brassé. Donc, ça doit faire écho. Ça doit faire écho. Sur le Manova Asrota, il y a eu des interrogations. Ouais. Voilà. C'était juste une note très personnelle, mais voilà. Oui, C'est pas pour rien. c'est pour ça que je voulais le garder un peu à part, hein, parce que il prend tout son sens en fait dans pourquoi on est là en fait, hein. C'est déjà dans quelle famille on arrive, dans quel pays, avant même de parler de la famille, dans quel pays on arrive, dans quelle famille on arrive, comment on est élevé, comment on est nourri, comment on apprend. Est-ce que tout ça, ça a été dans le meilleur des mondes? Non, parce que la vie, c'est pas ça. C'est pas dans le meilleur des mondes. C'est le principe même de la vie. Mais grâce à ça, on acquiert une connaissance et on acquiert une possibilité d'évoluer grâce à cette mémoire, à cette difficulté qui nous remplit, mais qui va aussi nous permettre de développer notre propre confiance en nous. Et cette propre confiance en nous, c'est quand on se relie au divin, c'est quand on se relie à la source, c'est quand on ressent cette part d'amour qui est là dans notre cœur et qu'on ne demande plus de l'amour ni à notre mari, ni à nos enfants, ni à nos parents, ni à notre patron, ni à notre collègue. On ne demande plus rien en termes d'amour à ces personnes-là parce qu'on a déjà l'amour qu'on a trouvé en soi. Et si on a déjà cet amour-là, alors on est capable de pardonner toutes les souffrances qui proviennent des autres et qui font qu'on a pu manquer de certaines choses. On est capable à ce moment-là de leur laisser la place au pardon pour pouvoir leur laisser aussi leur liberté de travailler là-dessus et nous de développer de faire le job quoi, hein, de développer notre confiance, hein, et ainsi de petit à petit notre patience aussi. Et les choses se mettent en place longuement. Parfois, il faut plus d'une vie, hein. Donc, soyons patients. En tout cas, je remercie sincèrement. C'est vrai que moi, j'ai toujours l'Ayurveda pour vous parler de voilà, très rapidement, mais l'Ayurveda, ça a été un sauveur, hein, sur ma vie. C'est quelque chose qui m'a littéralement sauvée. Donc, par rapport aux difficultés, hein, donc, comme tout à chacun, j'ai rencontré des difficultés où voilà, j'ai été orpheline de père à l'âge de 6 mois. Il y a eu plein de choses qui ont été très compliquées dans la vie ensuite, euh, où j'étais dans un métier que tout le monde trouvait merveilleux, tout le monde était heureux pour moi parce que je travaillais dans un métier qui apportait une sécurité financière, puisque j'étais dans le secteur bancaire, donc c'était la bonne planque. Et donc, il y avait, tout le monde était heureux, tout le monde voyait le bonheur pour moi, sauf que moi, là-dedans, je voyais pas très bien où était mon bonheur. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais, je savais pas pourquoi je faisais ce job, j'avais de l'argent, mais les gens autour de moi m'aimaient, mais moi, j'étais pas bien. Donc au final, il y a eu une période pendant 6 mois où j'ai fait des grosses bêtises. J'avais 20 ans, j'ai fait les plus grosses bêtises qui puissent exister. Voilà, sur le plan de la santé, hein. Tout ce qui pouvait y avoir en expérience, j'y allais. Je me suis super détruite pendant 6 mois de ma vie et j'allais soit passer le cap d'un suicide, soit passer le cap d'un départ.
Donc c'était un départ. Et au final, il y avait toujours cette part de lumière. Donc vous voyez, j'étais arrivée dans un état tamasique très gros, avec quand même toujours cette petite part de lumière qui était là à briller. Et cette part de lumière, eh bien, elle a été suffisante pour me donner le courage de tout planter. Et donc, ça a été, je sais pas où je vais aller, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je vais faire de moi, mais j'ai de l'argent. C'était ma seule sécurité. J'avais un petit peu un pécule de côté. Parce que c'est vrai que c'est toujours utile d'avoir de l'argent dans la société où on est. Et cet argent m'a simplement permis à partir en voyage. Et ce que j'ai fait, sans savoir ce que j'allais faire de moi, c'était voyager. Donc j'ai eu 2 ans où j'ai voyagé, et c'est le voyage qui m'a permis donc de quitter ma société, mes parents, mon travail, et de m'exposer à une culture, à découvrir au fur et à mesure d'abord, voilà, qui je suis à travers le voyage. Et puis après, j'ai rencontré l'Ayurveda, et alors là, j'avais enfin quelque chose qui semblait avoir du sens. Et c'était encore installé sur le plan de la théorie. Hein. Je me suis dit, tout ça, ça fait du bien. Enfin, quelque chose qui me faisait du bien. Et ensuite, j'ai voulu le mettre en place dans ma vie, mais j'ai jamais pu mettre en place, et j'ai toujours pas fini de mettre en place l'Ayurveda dans ma vie, puisque j'ai toujours des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments d'excès de confiance en moi aussi, ça peut arriver, des moments d'impatience, d'excitation extraordinaire, hein. Tout ça, c'est pas correct. Hein. Et donc, j'ai pas fini, et tant mieux. Mais en même temps, voilà, pour vous dire que pour moi, c'est le meilleur papa que j'ai eu, c'est l'Ayurveda. Voilà, voilà. Là, ça me fait monter les émotions. J'avais jamais. Je trouve ça super rassurant d'entendre ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut arriver à cet idéal, cette vie tout le temps. Et là, tu nous dis toi-même, malgré ton expérience, qu'il y a des moments où c'est pas possible. Et, euh, et c'est super rassurant de se dire, on peut parfois avoir des failles. Et, et voilà, merci. Merci à toi. Et elles sont vraiment nécessaires, ces failles, parce que c'est justement les aspects tamasiques qui vont nous permettre de grandir. Tout ce qu'il faut, c'est les regarder, voir qu'est-ce que ça réveille en nous, d'accepter ce que ça réveille en nous aussi, et puis de le cajoler pour après le faire évoluer vers autre chose. Mais en tout cas, ça nous demande une certaine action quand même, parce qu'on ne peut pas rester bloqué dans l'émotion de colère ou de peur. Si on reste bloqué, on n'arrivera pas à évoluer. Mais pour sortir du blocage, il est nécessaire d'avoir de l'accompagnement, qui soit une lecture, qui soit un professeur, qui soit un parent, un frère, n'importe qui peut être un gourou. Le gourou, c'est celui qui nous enlève le voile de l'obscurité. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être un animal, ça peut être un végétal. Ce sont des choses qui vont nous permettre d'acquérir une part de connaissance et sortir de ça. Voilà. Merci Caroline. Moi c'est pareil, hein. Je vis des choses pas faciles depuis le début de l'année 2020. Ça se concrétise dans le bon pour l'instant. Comme je l'avais dit, hein, j'ai eu une séparation en tout début d'année, là, juste avant la formation. Le confinement et l'Ayurveda, que vraiment, merci d'avoir rencontré Caroline. J'ai hâte de vous voir tous, parce que c'est quand même plus intéressant de se voir. Je ne sais pas si on pourra se toucher, si on pourra se toucher parce qu'il y aura les massages, mais et moi je suis en pleine construction et tout ce qui a été abordé ce matin, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est même touchant, parce que c'est même perturbant, je dirais. Mais je suis très lucide et je suis beaucoup dans. C'est pas la réflexion. Enfin, si, c'est une sorte de réflexion, mais une prise de conscience de mon moi. Et le confinement a été pour moi un énorme positif. Et je suis en train de me reconstruire, et je suis peut-être en train de me reconstruire avec mon mari, qui lui-même a aussi réfléchi sur pas mal de choses. On est beaucoup identiques. Enfin, je ne vais pas raconter ma vie, mais voilà. Mais merci. J'ai hâte de continuer cette formation. C'est très, très, très beau. Pour moi, en tout cas. Et après, par la suite, pour les autres. J'espère aussi apporter ce que moi, je suis en train de me nourrir, en tout cas. Merci. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tout à fait. Oui. Ouais, je suis très contente.
Bien, merci d'exposer, d'avoir pris ce temps Oui. aussi pour exposer un peu les cœurs, hein, parce que c'est intime tout ça, mais c'est vrai que l'Ayurveda, c'est au cœur de l'être. Hein. Donc, Donc, je vous propose qu'on se fasse notre petite pause maintenant et on reprend à 13h30. Donc, 13h30, 15h, 15h30, hein, on va pas être sur l'horaire. La seule chose, c'est que moi, j'aurais besoin à 16h moins le quart de tout arrêter parce que j'ai ma fille qui est retournée à l'école et c'est très strict sur les horaires. Donc, voilà, je serai obligée de. On pourra aller jusqu'à 15h30 cet après-midi si pour vous, c'est OK. Merci et je vous dis à tout à l'heure.